Conseil national de transition présente La France libre. Les lundis, mercredis et vendredis, 20h30, 21h30. La France libre. La Constitution et la République n'existent plus. Le Conseil national de transition est la seule autorité publique, légale et légitime représentant la souveraineté nationale du peuple français, en droit français et international. C'est une organisation déclarée à l'ONU. On rappelle, toutes les mesures Covid, y compris les inoculations soi-disant vaccinales, sont des expériences médicales ou scientifiques interdites par le droit international. Il s'agit de crimes contre l'humanité. Toute personne qui vous impose le masque ou vous menace de PV ou de vous licencier pour non-respect d'une mesure Covid commet un crime contre l'humanité. Pour connaître vos droits et les faire valoir, informez-vous www.conseilnational.fr. Rejoignez gratuitement le CNT sur www.conseilnational.fr. Des mises au point, des révélations, des solutions pour un avenir meilleur. Nous sommes le Conseil national de transition. Bienvenue à vous dans La France libre. Bonsoir Philippe, bonsoir Bruno. L'information tout de suite. L'information, bonjour à tous, bonjour à toutes. L'information, bien sûr, l'actualité. Alors, il y a toujours les vacances, on est toujours au mois d'août, évidemment. Et il y a des retours, et puis on s'aperçoit qu'il risque d'y avoir du monde prochainement dans les samedis après-midi, notamment dans la rue, parce que beaucoup de gens remontent des vacances, sont déjà remontés les vacances. C'est ce qu'on a constaté en observant la circulation sur nos routes. Voilà, et moi, ce que je voudrais simplement souligner, c'est que dans le département des Yvelines, vous avez sûrement été nombreux à pouvoir constater que l'obligation du pass vaccinal a été levée par un juge administratif suite à l'intervention d'un plaignant qui était un avocat d'ailleurs, résident, et par laquelle il a obtenu gain de cause pour que pour qu'il y ait la levée du pass sanitaire, tout simplement, dans les grands magasins, dans les grandes surfaces. Voilà, au motif qu'on ne peut pas interdire l'accès des personnes à des denrées de base, et que voilà, donc il y a des arguments qui sont de simple logique et qui ont fonctionné en fonction tout simplement de la manière dont la réglementation avait été faite par les préfets, tout simplement. Donc tout ça s'articule de façon assez bizarre parce qu'on a bien entendu envie de dire youpi, ça va bientôt arriver chez nous, sauf que cette décision elle est valable que dans le 78 et elle est valable qu'à condition que le plaignant qui vient contester la règle soit résident du 78. Et ça sera pareil pour tous les autres départements. Alors, je suis un petit peu surpris parce que cette décision-là, elle devrait être récurrente, car de mémoire, la République, elle est une et indivisible, c'est-à-dire que la loi qui prévaut dans le 78 doit prévaloir partout en France, sauf erreur de ma part. Et s'il faut attendre des procès ou des modifications de la règle, région par région, département par département, ça risque, de prendre du temps, et puis d'être totalement discriminant par rapport aux habitants. Il y aura ceux qui auront accès à leur magasin préféré, et ceux qui ne pourront pas parce qu'ils n'ont pas leur passe sanitaire et qu'ils ont le mauvais goût de ne pas habiter au bon endroit. Donc, si la règle, la loi en l'occurrence, elle n'est plus la même de partout en France, on est en train véritablement de basculer de monde. Et puis, d'autre part, j'ai envie de dire aussi qu'on n'est pas tellement en sécurité et sécurisé par cette décision finalement. Parce que cette décision, elle s'appuie sur quelques détails que je ne vous donnerai pas parce que je les ai pas en tête, mais qu'on peut retrouver sur Internet, quelques détails de ces règlements qui sont envoyés par l'État via les préfectures. Et ces détails, on se rend compte qu'ils peuvent être facilement modifiés. Alors, si un juge s'appuie sur un détail pour dire effectivement, là, ça cloche un peu, donc on va faire en sorte que je vous donne raison, cher monsieur plaignant, et je vais lever la nécessité du pass sanitaire. Mais imaginons que, c'est pas imaginons, ça a eu lieu, donc c'est fait. Tant mieux pour les gens du 78, des Yvelines.
mais je dis simplement danger quand même. Ne soyons pas euphoriques, car ce détail qui a permis au juge de rentrer avec facilité dans le droit et de donner son bon droit à ce plaignant, eh bien, ce détail peut aussi bien être remplacé par un autre demain. C'est-à-dire qu'il suffit qu'un préfet présente une nouvelle réglementation tenant compte justement de ce qui a été pris en compte par le juge, cette fois-ci, c'est-à-dire qu'il ne fera pas la même erreur ou la même bêtise, et ainsi de suite. Et là, on continue de jouer au chat et à la souris entre la réglementation qui est toujours plus coercitive, toujours plus contraignante, etc., et puis des juges qui essayent tout simplement de s'accommoder ou d'accommoder les personnes qui viennent avec des arguments de bon sens en disant c'est pas normal qu'on me refuse l'accès à mon magasin pour que je puisse manger et consommer normalement. Et les juges sont sensibles à ce genre d'arguments. Bien évidemment, s'ils sont de nature légale, ils le sont encore plus et ils sont amenés à trancher. Mais s'il y a d'autres arguments derrière qui sont fournis par l'État via effectivement les préfectures, il se peut très bien que dans une semaine, dans 10 jours, ce même département des Yvelines soit rendu à la même réalité que tous aujourd'hui, maintenant. Voilà. C'est-à-dire la nécessité du pass sanitaire pour tout le monde. Donc, on rêve pas, on est dans l'espoir, on perd l'espoir, on a une solution, on n'a plus de solution, on avance comme ça en permanence, de façon erratique, et ça procède de la même méthode en permanence, c'est-à-dire qu'on nous laisse espérer, puis les gens disent, ah ben non, finalement, ça marche pas, ça va pas marcher, etc. Voilà. Et ça, c'est terrible, ça s'appelle de la torture mentale. Et la torture mentale, ma foi, c'est puni par la loi, normalement. Voilà. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Je passe la parole à Bruno. À toi, Bruno. Merci Philippe. Bonsoir Sylvain. Bonsoir à tous. Effectivement, je pense que on avance beaucoup en ce moment avec le CNT et donc c'est un peu donc le sujet aussi de ce soir. Donc le CNT imagine notre avenir, le CNT crée notre avenir et le peuple avec le CNT crée son propre avenir. J'ai dans l'actualité des choses intéressantes à vous dire. D'abord en ce qui concerne d'une manière interne au CNT, l'appel aux volontaires qui a été lancé par le CNT a recueilli énormément de réponses et donc bravo à toutes les personnes qui participent et qui vont participer parce que justement c'est là qu'on voit au niveau du CNT qu'on met notre ego au service du peuple et qu'on n'est pas dans les, comment on dirait, les batailles politiciennes qui font perdre du temps et qui n'avancent pas. Donc là, c'est une chose très importante parce que les volontaires qui se sont unis au sein du CNT vont avoir des actions à faire qui seront des actions plus ou moins spécialisées ou plus ou moins communes, mais ça va permettre d'avancer beaucoup plus. D'autre part, j'ai eu la chance de faire un périple à travers la France là, pendant quelques jours, notamment pour le CNT, et j'ai eu l'agréable surprise de me rendre compte que les ronds verts qui ont été posés par les membres du CNT un peu partout en France, depuis maintenant plus d'un an, eh bien, il y en a encore beaucoup qui sont présents, il y en a encore beaucoup qui sont là, qui n'ont pas été enlevés, et apparemment, beaucoup de gens les voient, donc c'est bien, et à tel point que même, il y a eu des imitations qui sont faites, c'est-à-dire qu'on voit sur des restaurants des ronds verts qui ne viennent pas du CNP, qui ne citent pas le CNT, mais qui présentent le fait que ces restaurants sont libres, sont des zones libres. Donc, nous, on n'a pas de souci que le nom du CNT apparaisse ou n'apparaisse pas. On s'aperçoit que notre idée d'un rond vert pour la liberté, eh bien, ça a essaimé un peu partout, ça s'est diffusé et c'est rentré dans les mentalités. Donc ça, c'est très intéressant. Et je pense qu'on n'en est qu'au début parce que le peuple se réveille. Et je crois que, comme tu disais, Philippe, il va se réveiller de plus en plus parce que, vu le monde que j'ai vu moi aussi sur les routes remontant vers Paris, j'ai jamais vu autant de bouchons. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui remontent sur Paris au retour de vacances, mais peut-être aussi pour aller dans les manifestations. Je pense que ça va bouger. Voilà. La rentrée va être chaude. Ouais, la rentrée va être chaude. Un appel national qui a été lancé, c'est pour le 28 août, donc c'est pour ce samedi, de façon à défendre nos libertés. Oui, tout à fait. Voilà, donc j'ai terminé ce que je voulais dire pour commencer, et donc je vous repasse la parole. Merci Bruno. Moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est de regarder quelques images d'actualité, et puis on va recueillir après vos témoignages. Je vous annonce que dans les prochains mois, le Covid sera présent. Il sera présent dans notre pays, et qu'ensuite il sera présent dans les esprits. Il faudra alors réparer aussi les conséquences du Covid. Je pense à la santé mentale,
des Français, par exemple. Le président de la République a annoncé des assises de la santé mentale et de la psychiatrie pour le mois d'octobre. Je pense à la diminution du sport, à la mauvaise alimentation, à une augmentation des pratiques addictives dans notre pays. Je travaille pour présenter aux Français un plan sur le bien-être qui permettra d'apporter des solutions et de faire, je dirais, alors que les Français auront peut-être plus envie qu'on leur parle de santé après le Covid. Je ne me fais pas d'illusions, mais... Non, mais après le Covid, si on pouvait déjà te parler d'après le Covid, ce serait une très bonne nouvelle. On n'en est pas là du tout. Ma question, c'est vous avez la transition du Covid vers l'après-Covid avec la nécessité de réparer. Et ensuite, nous avons continué de réformer pendant le Covid dans notre pays. Nous n'avons pas arrêté les réformes. Les lois se sont succédées avec un agenda qui était un agenda extrêmement ambitieux et nous allons continuer à réformer jusqu'à la présidentielle. Donc, je n'oppose pas Covid et présidentielle. Oui. Je vous dis que nous risquons effectivement d'avoir et Covid et présidentielle, ce qui n'empêchera pas d'avoir une campagne sur des sujets importants pour l'avenir de notre pays. Mais nous sommes d'accord, vous et moi, pour dire que la présence du Covid, qui est la plus probable, si je vous suis bien, pèsera d'une façon ou d'une autre sur cette élection présidentielle. En tout cas, elle pèsera dans l'esprit des Français. Elle pèsera dans l'esprit des Français. Et ce sera aussi l'occasion pour nous de rappeler ce que nous avons fait. Le quoi qu'il en coûte, qui fait que les commerces n'ont pas fermé, que les restaurants sont encore ouverts, que le milieu culturel ne s'est pas effondré. Vous le rappelez tout à l'heure, la sécurité sociale qui a permis à chacun d'être soigné, quels que soient ses moyens, et en fonction de ses besoins. C'est toutes ces questions-là qui feront évidemment partie de la campagne. Voilà pour les images sur lesquelles j'aimerais justement recueillir quelques témoignages. Philippe. Alors, moi, je voulais tout de suite dire une chose, c'est que je m'aperçois que Véran, lui, il n'a pas de problème de frigo vide. Parce que je vois sur la photo que ses joues ont gonflé. C'est-à-dire qu'il se nourrit bien. Hein, il a pas de problème de nourriture, lui. Donc, moi, je l'appelle le croque-mort en chef, parce qu'il y a le croque-mort en chef, c'est Olivier Véran, et puis il y a le croque-mort, le sous-croque-mort, c'est Jérôme Salomon, qu'on le voit moins maintenant, mais bon, on entend parler de lui quand même. Hein. Donc, ça me fait sourire. Malheureusement, il vaut mieux en sourire qu'en pleurer, parce que c'est vraiment une catastrophe d'entendre ces gens-là. Voilà. Le fossoyeur de la nation. Oui, et puis il y a quelque chose qui m'a choqué d'entrée de jeu, c'est que la Covid rend fou. Je ne savais pas ça. C'est-à-dire qu'il nous a expliqué, M. Véran, qu'il va falloir faire un bilan sur la santé mentale des Français. À commencer par lui. Probablement, par lui, il n'y a pas de raison qu'il s'exclue de la liste, mais on ne savait pas jusqu'à ce moment-là, en tout cas moi je ne savais pas que le Covid rendait fou. Je savais que ça rendait malade, que ça empêchait de rentrer dans les magasins, qu'il fallait absolument qu'on se vaccine, mais je ne savais pas qu'il rendait fou. Alors effectivement, c'est presque un lapsus. Je veux dire, on ne l'attendait pas du tout sur ce plan-là. Il faudrait qu'il s'explique qu'est-ce qu'il entend par la santé mentale des Français va être atteinte par rapport au Covid. Alors effectivement, il a un petit peu déflorer le sujet en disant que le confinement était de nature à rendre les gens un peu plus nerveux, ça me paraît logique, mais de là à dire que leur santé mentale va basculer à cause de ça, bien sûr, quand on pousse les gens dans leurs extrémités, bien sûr qu'ils pètent un plomb, comme on dit, hein, mais c'est plutôt un signe de bonne santé, ça, c'est pas un signe de folie, ça. Donc tout est fait pour que on veuille dire vous allez être fou, ne vous inquiétez pas, mesdames et messieurs, vous allez être fou, et on va vous donner les raisons pour lesquelles vous êtes fou. Et à partir de là, on vous mettra en HP, puis si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on vous demandera, eh bien, c'est pas grave. Comme vous serez en HP, on fera de vous ce qu'on veut de toute manière, puisque vous serez déclaré fou. C'est-à-dire que la dernière avatar pour faire avancer plus vite le troupeau de moutons, c'est de faire passer le mouton qui veut sortir du troupeau pour un fou et l'abattre sur place ou le mettre dans un HP, quoi. Voilà ce que je sens poindre derrière les paroles de Monsieur Véran, qui sont toutes calculées. Hein. Il ne faut pas croire une seconde que les mots qu'il a employés, que les phrases qu'il a utilisées seraient sorties de son cerveau un petit peu vite, un peu de façon prime sautière, comme on dit, hein, c'est-à-dire la première chose qui lui vient à l'esprit, pas du tout. Ce sont des choses extrêmement calculées, ils ont des messages à passer pendant les quelques minutes où ils sont présents devant les caméras de télévision des principaux mainstream, principaux médias, et ces messages, ils sont pas subliminaux du tout, ils sont directs. C'est-à-dire, on vous dit, mesdames et messieurs, vous allez être bientôt testés, non seulement pour le Covid, et bientôt on va vérifier si, par hasard, si vous ne souhaitez pas la piqûre, par exemple, hein, c'est un exemple, vous seriez pas un peu fou, quoi. Ça serait pas. Donc on va vous piquer de force. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire au niveau de l'enclenchement des conséquences des paroles de ce monsieur. Moi, je les trouve dramatiques, je les trouve spectaculaires. Je trouve qu'elles poussent vers une sorte d'hallali, hein, c'est-à-dire qu'il reste encore quelques animaux sauvages qui ne se sont pas fait piquer, encore quelques personnes qui ne croient pas que la Covid existe, ou en tout cas pas sous la forme qu'on nous présente, encore quelques gens un peu, allez, on disait autrefois conspiratifs,
conspirationnisme, mais maintenant c'est plus la peine, on va être fou, voilà, on sera plus conspi, on sera fou. Donc mesdames et messieurs, préparez-vous à être traités de fous dans pas longtemps. Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui sont d'accord avec ce que nous proposons comme idée, comme lecture des choses, eh bien voilà encore un obstacle, voilà encore une tentative de nous réduire, de nous contraindre, de nous opposer au reste de la population, car quand on est vacciné, pas vacciné, ben on dit l'une des populations va comment dirais-je, transmettre le virus à l'autre ou inversement. Donc, il y a une sorte de guerre entre les vaccinés et les non vaccinés. Et puis demain, on aura les sains d'esprit et ceux qui n'ont pas été encore testés de sains d'esprit. Voilà. Donc, je crois qu'ils sont en train de nous présenter comme ça des phénomènes médicaux qui servent complètement d'ailleurs la ligne d'une tyrannie, tout simplement, hein, donc d'une tyrannie médicale. On va l'appeler ça comme ça, mais même si j'aime pas trop l'expression, il n'y a jamais existé dans l'histoire de l'humanité de tyrannie médicale. Par contre, il existe aujourd'hui, sous couvert de médecine, une vraie tyrannie qui nous invente des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas, qui nous fait sortir des Covid-12, 19, 15, comme vous voulez, quel que soit le numéro, sans que personne ne les ait jamais, ces virus isolés entre deux lamelles et issus d'un corps humain. Bon voilà, c'est tout ça qui est en jeu aujourd'hui et le rétablissement de la vérité. On nous dit, en clair, que ça sera difficile de le faire parce que si on tente de le faire, on sera traité de fou. Voilà. Donc voilà ce que je dirais l'attaque du jour faite par monsieur Véran au travers de cette interview qui date de je ne sais quand. Je ne suis incapable de vous le dire parce que je ne regarde plus la télévision. Mais voilà. Donc c'est encore une pierre, c'est encore une flèche qu'ils peuvent rajouter à leur arc pour nous tirer dessus. Cette menace de dire demain, vous inquiétez pas, vous serez tous fous et on va passer du temps à vous tester psychologiquement. Voilà. Comme ça, on avance tout doucement vers l'archipel du Goulag, qui était un roman un roman de Solzhenitsyn, où il était question effectivement de vivre dans une société où on se faisait traiter de fou dès lors qu'on n'était pas normalisé, c'est-à-dire qu'on ne ressemblait pas aux autres. Et ça, c'était l'URSS des années 60-70, enfin à partir de 40, 50, 60, 70. Voilà ce que les Russes ont vécu pendant des années. Nous sommes en train de rentrer dedans à bas bruit, hein, petit à petit, mais on y va doucement, mais sûrement, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas d'autres espoirs. Alors j'espère qu'aujourd'hui, on va parler des raisons d'espérer. Je rends pour ça la parole à Sylvain. Et d'ailleurs, Philippe, on peut se demander qui sont les plus fous en réalité, parce que l'arrogance des gens qui nous gouvernent en ce moment, c'est un signe de psychopathie, hein, très clair et très net. Et dans ce petit extrait vidéo, on a entendu également beaucoup de choses sur les intentions pour les prochaines réformes, celles de la retraite et forcément de la sécurité sociale. Allez, on est parti pour notre sujet de ce soir. Le mercredi soir à 20h30, le Conseil national de transition présente La France libre. Des discussions, des rubriques, de l'information. Tous créateurs de notre avenir. Tel pourrait être l'enjeu majeur de la finalité de la création à venir. L'avenir est moins à découvrir qu'à inventer. Cela signifie que l'avenir dépend de nous, de nos actions. Nous ne devons pas rester passifs par rapport aux évolutions. Nous avons un rôle à jouer. Tous nos actes sont chargés de valeurs. Trier, recycler, utiliser le numérique, participer à la vie associative, se former tout au long de sa vie, créer, etc. C'est très criant dans le domaine de la consommation, où l'on peut exprimer ses valeurs, son éthique, son engagement. On peut consommer passivement, acheter n'importe où, n'importe quoi sans se soucier du contenu ou du lieu de fabrication. Ou on peut favoriser les circuits courts, acheter le plus écologiquement possible, favoriser le Made in France. La création rejoint l'avenir car la construction de l'avenir, d'un avenir qui porte en lui des idéaux de justice, de durabilité, qui met l'homme au cœur de la transformation digitale, invite à faire preuve d'imagination, à solliciter nos formes d'intelligence, à agir consciemment et éthiquement. Construire l'avenir est un acte d'engagement qui nécessite courage et faire appel à notre capacité d'imaginer et de créer ensemble. Ce n'est pas quelque chose que l'on évoque uniquement, mais que l'on vit. Créer son avenir, c'est assumer une responsabilité pour soi et pour les autres. Être acteur de son destin, c'est d'une certaine manière assumer le voir large, considérer les choses au-delà de son propre périmètre pour les autres, pour la planète. Il est certes plus facile de voir large lorsque l'on a de quoi se nourrir, de quoi se loger, ou que l'on se sent en sécurité. Mais la facilité de vivre, créativement, sa vie, ne dépend pas uniquement de son niveau de richesse matérielle. Elle s'appuie sur un socle de valeurs qui permet de garder un sens à sa
sa vie, malgré les changements et les difficultés de parcours. Le Conseil national de transition créateur d'avenir, le sujet de notre débat de ce soir. Merci Sylvain. J'ai des choses importantes que je peux vous dire par rapport à tout ça. C'est que d'une part, en tout premier lieu, on entend très souvent dans la bouche de gens qui sont, je dirais, formatés par la République depuis 200 ans, la fameuse expression « faut pas rêver ». C'est, d'après moi, l'expression la plus catastrophique et la plus négative qui soit. Parce que tout ce qui a été fait dans l'humanité depuis 10 000 ans, depuis l'époque où on vivait encore dans des cavernes sans savoir ce que c'était que le feu, eh bien, tout ce qui a été fait par l'humanité depuis 10 000 ans est venu du rêve de quelques personnes, c'est-à-dire des personnes qui ont essayé de changer les choses, qui ont dit pourquoi pas, qui se sont dit il faut que j'essaye de voir, il faut que j'essaye d'avancer. Et à partir de là, on en est arrivé à la civilisation actuelle. Parce que sans le rêve, on n'a rien. Le rêve, c'est ce qui permet d'avoir un objectif, c'est ce qui permet d'avoir une idée, et c'est cette idée qu'on va après transformer en action. Et cette action, elle va permettre d'aboutir à quelque chose de concret. Donc, il y a plusieurs phases. Il y a donc l'idée, après il y a le rêve, après il y a la transformation de ce rêve en un objectif, et puis après il y a la réalisation de cet objectif. Alors, quand on a des grands objectifs, comme on a au CNT, évidemment, on peut pas réaliser tout d'un coup. C'est comme quand on a un escalier de 200 marches, comme il faut monter jusqu'au sommet de la Tour Eiffel, eh ben, on peut pas monter toutes les marches d'un coup. Donc, on est obligé d'avancer petit à petit. Alors, ça prend un peu de temps. Il y a souvent des gens qui voudraient que tout arrive tout de suite. Eh bien non, il faut le temps. Mais à partir du moment où on a vraiment un rêve transformé en objectif, on le concrétise et on finit par le réaliser. Et c'est ce qu'on a actuellement, nous, au niveau du CNT, c'est qu'on a tous, pour être membre du CNT, on a tous un ego qu'on veut exprimer. Mais contrairement à ce qui se passe dans la République, et notamment avec les politiciens, on n'est pas là pour essayer de prendre un pouvoir sur quelqu'un. On n'est pas là pour essayer de marcher sur la tête de quelqu'un d'autre. On n'est pas là non plus pour essayer de s'enrichir sur le dos de quelqu'un d'autre. On est là pour mettre nos égos, pour mettre nos idées, pour mettre nos rêves en commun, pour que le peuple puisse enfin récupérer ce qu'il aurait toujours dû avoir, c'est-à-dire le pouvoir de décider par lui-même, sans être obligé de passer par des intermédiaires, qu'ils soient politiciens ou autres. Et donc, le CNT est là pour imaginer l'avenir, mais non seulement pour l'imaginer, mais pour le réaliser. Au CNT, on a des personnes qui ont des compétences importantes, et puis on a des personnes qui n'ont pas ces compétences, mais qui ont des idées. Et les deux réunis, ça a donné ce qu'on a fait déjà depuis le début de l'année au niveau des commissions, qui ont travaillé beaucoup sur tous les sujets de gouvernance qui permettent de gouverner un pays. Et dans ces sujets-là, on a découvert des idées nouvelles, des idées performantes, des idées qui permettent d'avancer et de changer complètement le système. Alors, imaginez un petit peu, je vais vous citer quelques exemples. Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez 2 000 € par mois qui vous tombent en plus tous les mois, en dehors même de votre travail? Qu'est-ce que vous feriez? Je peux répondre à cette question. Vas-y, réponds, Philippe. Je reprendrai la musique, je serai très branché art. Voilà, donc ça, mon avenir, c'est mes envies, en fait. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de faire. Et si j'avais la possibilité de vivre sans avoir à travailler 8 heures par jour ou 10 heures par jour pour gagner un salaire, ma foi, modeste, mais bon, eh ben oui, je remplacerais ce temps par autre chose. Et même si on est sécurisé quelque part dans l'idée d'être un employé, d'être un salarié, on sait que la paye va tomber à la fin du mois, enfin, sauf exception. Mais on se dit que ça sécurise pas une vie. Ce qui sécurise une vie, c'est l'idée de se dire, je vais pouvoir faire ce que je veux toute ma vie et j'aurai des choix toute ma vie. Des choix qui n'impliqueront que moi et qui ne seront dictés que par moi et non pas par les autres pour moi. Voilà, ça va être génial. Et je peux rêver. Et contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, faut pas rêver. Ben moi, je vais dire, je vais rêver, je vais faire des choses. Voilà ce que moi, je répondrais si on me posait la question. Oui, tout à fait. Autre exemple, si parmi ceux qui nous écoutent, il y a des agriculteurs,
si vous êtes agriculteur et que on vous proposait d'avoir toutes les possibilités pour pouvoir développer votre exploitation d'une manière écologique, d'une manière propre, en installant tous les systèmes de permaculture, en faisant de l'agroforesterie, c'est-à-dire en développant des arbres dans les zones cultivées pour que vous ayez à la fois un rendement au niveau des céréales, mais aussi un rendement au niveau de production de fruits, par exemple, et en même temps créer de l'ombre là où il y en a besoin, c'est-à-dire développer une nouvelle forme d'agriculture avec la possibilité d'être tradé par des gens compétents, chose qui pourrait se faire au niveau même mondial. Donc, qu'est-ce que vous feriez si vous aviez ça entre les mains? Je pense que là, vous auriez non seulement des revenus bien plus importants, mais en même temps, vous seriez encore bien plus satisfait de faire une agriculture qui soit respectueuse de la planète et qui en même temps permette d'utiliser toutes les nouvelles techniques, toutes les nouvelles technologies agricoles respectueuses de l'environnement. Et ça, au niveau du CNT, on a notamment dans la commission agriculture des gens qui ont travaillé là-dessus d'une façon extrêmement performante. Autre chose, que feriez-vous si vous aviez la possibilité d'avoir chez vous la production d'énergie que vous voulez en toute liberté et pratiquement gratuite? Que ce soit au niveau du solaire, que ce soit au niveau, par exemple, de la géothermie ou des pompes à chaleur, que ce soit aussi au niveau de certaines énergies nouvelles dont on n'a pas parlé parce que tout simplement les brevets sont enterrés pour l'instant, parce que ça dérange trop certaines compagnies qui monopolisent tout le système de l'énergie, notamment dans le domaine pétrolier. D'ailleurs, quand je suis allé en France, j'étais encore effaré de voir, parce que moi je suis actuellement en Catalogne espagnole, où le prix du super 95 est à 1,20 €. Quand je suis arrivé en France, paf, 1,60 €. C'est marrant, 40 centimes de différence. Où va l'argent? À qui profite le crime? N'est-ce pas, Philippe? Je crois qu'on a tous des réponses là-dessus, hein. Et sur les circuits fiscaux, ça, c'est un autre sujet, mais qu'on peut aborder rapidement, hein, puisque effectivement, c'est important de rêver de façon individuelle, c'est le thème, et de créer son propre avenir. Mais nous-mêmes, au sein du CNT, on est bien d'accord que pendant une période de transition, pendant 3 années, on va faire des réformes majeures qui vont être préalables à tout ce que tu as évoqué à l'instant, Bruno, concernant les commissions sur lesquelles on a fait plancher un certain nombre d'adhérents, hein, qui ont d'ailleurs fait un excellent travail, mais pas pour réinventer politiquement les choses. C'était surtout pour faire des découvertes plus technico-techniques sur des sujets très précis. C'était pas pour réinventer la cité idéale du vivre ensemble. Ça, c'est plus le travail, je dirais, de cette fameuse période de transition qui fait l'objet d'un programme dont on a déjà eu l'occasion d'énoncer quelques règles. Je vais pas y revenir ici. Donc, il y a le socle. Le socle, c'est la transition par laquelle on va changer profondément les choses, justement, en France. Et puis après, il y a la deuxième lame, si je puis m'exprimer ainsi, c'est la capacité à innover et à vouloir faire ce qu'on veut de sa vie, de chacun d'entre nous, dans l'intérêt de soi personnellement et dans l'intérêt du groupe. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, hein. Voilà. Donc, bien sûr qu'il faut rêver son avenir. Et voilà. Donc, et pour rêver son avenir, il faut aussi penser au présent, c'est-à-dire comment je veux être au présent pour avoir un avenir, comment je fais aujourd'hui pour avoir un avenir. Voilà, donc c'est un peu des questions de fond qu'on se pose en ce moment, puisqu'on est justement un peu à la croisée des chemins en tant qu'espèce humaine. On en a déjà discuté préalablement sur d'autres directs, mais on peut le redire. L'espèce humaine est à la croisée des chemins entre une solution politicienne qui consiste à faire un nouvel ordre mondial où toutes les personnes seront égalisées, comme on dit, c'est-à-dire elles seront mises sur un même pied, elles auront toutes à peu près la même taille, la même intelligence, les mêmes besoins et surtout les mêmes revenus et à peu près les mêmes goûts, hein, c'est-à-dire qu'on leur fera faire beaucoup de sport, c'est-à-dire ils seront sur le canapé en train de regarder le foot à la télé, quoi, hein, ça, pour faire court. Mais voilà, donc ça c'est un premier avenir, et puis il y en a un deuxième qui consiste à dire mais non, mais ne tenons pas compte de ce que les politiciens veulent nous faire faire. Ne tenons compte que d'une chose, c'est ce dont nous avons envie aujourd'hui. Débarrassons-nous de nos chaînes, de nos oripeaux, de tout ce qui nous gêne, de tout ce qui pèse pour avancer.
et faisons ce dont nous avons envie. Est-ce que l'avenir, c'est travailler, encore une fois, 8 heures par jour, comme on le fait depuis un siècle et demi, deux siècles, voilà, la révolution industrielle a mis les paysans dans les usines, pas forcément pour leur bonheur. Elle a dépeuplé les campagnes, elle a transformé des traditions campagnardes des paysannes en nouvelle industrie qu'on appelle l'industrie agroalimentaire qui part du champ et qui va jusque dans nos assiettes. Et c'est une nouvelle industrie agroalimentaire, on s'aperçoit qu'elle est néfaste à notre santé, puisque nous sommes malades ou heureux ou en bonne santé de ce que nous ingurgitons. On est bien d'accord là-dessus, hein. Et il se trouve qu'il y a de plus en plus de maladies. Il doit bien y avoir un problème. Alors, il y a peut-être aussi des problèmes venant de l'extérieur. On est bien d'accord. Ce que nous respirons, ce que nous buvons, bien sûr, tout ça rentre en ligne de compte également. Mais voilà, donc je pense que l'agriculture est un bon exemple. C'est-à-dire qu'il faudrait retrouver à la fois ce qui était traditionnel, c'est-à-dire connu par les hommes depuis des centaines d'années, sur la manière de traiter la terre, comme par exemple de la gratter plutôt que de la retourner à grands coups de tracteur, si je puis m'exprimer ainsi, qui sont les techniques qui ont été employées depuis pratiquement les années 30 en France et en Europe, et qui n'ont pas amélioré la qualité des sols, tant s'en faut. Si bien que d'ailleurs, il a fallu rajouter des engrais de ci, de là, parce que justement la terre s'appauvrissait avec ces systèmes mécanisés de piochage et de retournement en profondeur de la terre, qui ne sont, de l'avis de tous les ingénieurs agronomes que j'ai pu croiser dans ma vie, qui sont pas les bonnes techniques. Il faut gratter en surface la terre, ça suffit largement, et il faut surtout pas la retourner. Bon, voilà. Donc toutes ces choses qui ont été à un moment donné des dogmes qui ont été mis en avant comme étant la vérité absolue, on s'aperçoit aujourd'hui que non seulement c'était pas la vérité absolue, mais c'était peut-être pas la vérité du tout, et que derrière cette absence de vérité, il y avait peut-être quelque chose de l'ordre, non pas de l'ignorance, de la bêtise ou je ne sais quoi, mais de l'ordre du plan. Encore une fois, on nous en veut. On veut vraiment faire en sorte que cette terre, elle s'appauvrisse plus vite qu'avant. Pour quelle raison? Qui a intérêt à ça? Bon, voilà. Donc, ces questions, elles sont posées. Nous, on a envie de répondre de telle sorte que les Français, et bien entendu tous les habitants de la planète, qu'ils soient occidentaux ou pas occidentaux, puissent bénéficier des bienfaits de la nature. Ça, c'est des choses un petit peu élégiaques, mais qu'il est important de rappeler, car la plus belle usine, la plus belle industrie, ça reste ce que produit la nature à ce jour, hein. Et je crois que personne ne me contredira. Et la nature, elle a ses règles, et quand on les suit, on s'aperçoit qu'elles sont géniales. Donc, on devrait s'inspirer des règles de la nature, par exemple. Voilà. Donc, si je dis ça à titre individuel, je passe pour un rêveur. Si je dis ça en tant que peuple, là, je commence à être pris au sérieux par ceux qui nous gouvernent. Et il faut qu'à un moment donné, ils prennent en considération tout ce qui est dit. Et c'est exactement le sens de ce que nous avons constaté auprès des commissions que nous avons mises en œuvre. On a constaté effectivement des besoins, des envies, et on a constaté qu'il y avait des réflexions qui étaient faites par les personnes, qui étaient frappées au coin du bon sens et qui semblaient guider et conduire vers des choses extraordinaires. Produire de l'énergie aussi, Sylvain, on l'évoquait tout à l'heure. Bien sûr, les énergies alternatives, bien entendu, des énergies qui sont encore détenues par des brevets plus ou moins secrets par les personnes qui ont tout intérêt à ce que la filière pétrole et en tout cas hydrocarbures soit maintenue le plus longtemps possible dans l'intérêt de leurs finances, évidemment. Mais quand ces contraintes-là financières et techniques seront levées, qu'il y aura d'autres alternatives pour faire de l'énergie, à ce moment-là, on va s'apercevoir qu'on va récupérer non seulement de l'argent, du temps, mais on va surtout récupérer de la vraie liberté. Car qu'est-ce qui fait la force d'une civilisation? C'est son énergie. C'est comment elle fait pour avoir de l'énergie. Bien entendu que c'est ça qui fait sa force. Alors, si on s'aperçoit demain que cette énergie, elle est d'une part facile à captiver, à capturer, d'autre part, si elle est facile, elle est donc pas chère, eh ben, ça va pas faire les affaires des filières pétrole et hydrocarbures, on est bien d'accord. Mais à un moment donné, on a le droit de penser que ça doit pouvoir faire les affaires de ceux qui sont majoritaires sur cette planète et pas seulement les autres. Donc, c'est de ça, c'est de ce repartage qu'il va falloir parler. Voilà ce que c'est que la création de l'avenir au sein du CNT, c'est se dire, si on compte uniquement sur la politique, les politiciens, pour nous dire quoi faire, comment le faire et où le faire, ben on va se laisser guider, comme on est en train de se laisser guider aujourd'hui sur un certain nombre de sujets importants. Par contre, si on décide que non, finalement, ces gens, finalement, on n'a pas besoin d'eux, on n'a pas besoin d'être représenté par eux, on n'a pas besoin d'être guidé par eux pour savoir ce qui est bien, ce qui est pas bien. J'ai pas besoin d'ouvrir ma télé pour savoir comment il faut faire pour retravailler la terre, parce que nos ancêtres le faisaient très bien et qu'il y a des traditions, qu'il y a des écrits sérieux sur les sujets. Replongeons-nous dans les écrits sérieux, refaisons nature avec la nature.
Et voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est que quand on s'approche des commissions en question, dont on parlait tout à l'heure, elles ont à peu près toutes la même orientation d'esprit, à savoir se rapprocher de la nature. Et les gens qui disent je veux parler de l'habitat, ils ne parlent pas des immeubles de 30 étages. Ils me parlent de maisons à la campagne. Ils me parlent de cabanes. Ils me parlent de cabanes améliorées, évidemment. Mais ils me parlent d'éco-villages, tout simplement. Donc l'éco-village, c'est un vrai thème et c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que c'est comment s'organiser ensemble pour être autre chose qu'une ZAD. Hein. On sait ce que c'est qu'une ZAD, qui est totalement interdite d'ailleurs par l'État aujourd'hui, parce que ces ZAD, elles sont les prémices de ce que seront demain, j'espère bien, les éco-villages. Et des éco-villages, il y en a déjà. En France, il y en a toute une quantité. À l'étranger également, le principe a été mis en œuvre. Alors, est-ce que ce sont des gens qui sont seulement des gens qui ont souhaité faire le retour à la terre quand ils étaient en ville? Je crois pas. Je crois que c'est des gens qui étaient des citadins et qui, à un moment donné, ont décidé de faire cité à la campagne. Et c'est pas juste un mot d'un humoriste, Alphonse Allais, son nom me revient. Construire les villes à la campagne, ce serait pratique, oui, effectivement. Bah, c'est ce qu'il faut faire. Peut-être construire des petites villes à la campagne avec une organisation, des matériels, des matériaux, des organisations et des sciences qui n'étaient pas connues jusqu'à maintenant, mais qui vont être compatibles avec la nature. Et c'est de ça qu'il s'agit, c'est se rendre compatible avec la nature. Je crois que le bonheur, il est là, c'est se rendre compatible avec la nature dont nous sommes issus. Si on sort de cette nature, c'est mort. Par exemple, est-ce qu'il est naturel de se mettre des choses dans les veines? Bah, je suis pas sûr. Hein. Je crois pas qu'il y ait aucun animal, aucun insecte, rien qui se pique ou qui se fasse piquer ou qui ait besoin d'apporter à son corps des compléments sanguins pour ceux qui ont du sang. Non, c'est quelque chose de pas naturel. Je suis pas désolé de le dire, c'est juste un constat. Hein. Alors, il peut y avoir des choses non naturelles qui sont géniales. Hein. Effectivement, la Tour Eiffel, c'est pas naturel. Hein. Ça a été fabriqué par les hommes et c'est un bel objet. Donc là, on est dans l'art. L'art, c'est ce que l'homme est capable de créer par lui-même, de ce qui sort de son imagination. Et dès lors que c'est imaginé, c'est réalisé. C'est-à-dire qu'avant de faire la Tour Eiffel, M. Eiffel, il a fait des plans, il a fait des dessins, il a dit, ça va être comme ça. Il a montré un grand papier à ses collaborateurs et il leur a dit, voilà ce qu'on va faire. Ils ont tous les yeux écarquillés les yeux en disant, oh là là, ça va coûter cher, ça va coûter des vies humaines, ça va coûter de l'argent, ça va coûter plein de choses. Ouais, ça a coûté un peu, mais pas tant que ça. Il y a eu 0 mort pendant la construction, c'est une conséquence heureuse. Mais surtout, il y a un objet qui est sorti de terre, qui est connu dans le monde entier et qui reste un objet totalement esthétique, malgré l'émergence du fer. Et le fer, c'est quelque chose de pas naturel, c'est quelque chose de travaillé par l'homme. Donc, il y a une harmonie à faire jouer entre la nature et la créativité de l'homme. Cette harmonie, il faut qu'elle soit vraiment harmonieuse, c'est-à-dire qu'elle ne joue pas la créativité de l'homme contre la vie de la nature. Aujourd'hui, nous sommes en train de perdre la nature. Moi, dans les forêts, il n'y a pas si longtemps, j'entendais piailler les oiseaux pendant tout l'été. Aujourd'hui, j'entends plus rien. Ils sont passés où, les oiseaux? Voilà. Donc, je pense qu'il y a une interaction entre la vie des hommes et la vie des petits animaux, des oiseaux en l'occurrence, qui est en train de se faire jour. Est-ce qu'il y a des épandages qui leur sont tout à fait nocifs? C'est tout à fait probable. Est-ce que la présence humaine les gêne? C'est possible aussi. Mais je pense qu'ils sont surtout victimes de produits chimiques, tout simplement. Voilà, et qui ne nous font pas de bien à nous non plus, même si on les ingurgite de façon transformée dans nos aliments, dans nos assiettes. Voilà. Donc cette chimie, elle n'est pas humaine et il faut faire en sorte que dans l'avenir que nous souhaitons, que nous voulons nous proposer à nous-mêmes, il y ait des tris de faits, mais des tris de faits dans nos têtes, des choix importants, des choix qui remettent en cause la manière de vivre ensemble et qu'on soit bien d'accord. C'est pas une remise en cause, c'est une mise en accord de tout ce dont nous aurons besoin si on veut être heureux demain et faire déjà un premier test, un premier écrit, un premier jet. Qu'est-ce que vous souhaitez pour demain? Vous savez, une page blanche, qu'est-ce que je veux faire pour demain? Comment je veux faire pour être heureux demain? Qu'est-ce qui va me rendre heureux demain? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Bon, voilà. On est parti d'une page blanche et on a fait travailler des gens sur les commissions sur ces sujets-là. Alors, bien entendu, c'était des personnes qui avaient déjà réfléchi pour certaines d'entre elles à ces sujets-là. Donc, c'est allé vite. Hein. On n'a pas passé des heures à réfléchir sur ce qu'on aimerait bien. Bien souvent, les personnes qui nous ont rejoints sont arrivées avec leurs idées. Elles ont eu des idées géniales, on les a tout de suite mises en avant, on les a classifiées, on les a rankées, mises en rang, et puis voilà. Et demain, on en fera forcément quelque chose. Alors, ça n'est qu'un échantillon de tout ce que les Français et toute une population de 67 millions de Français peut faire. On était juste quelques centaines, hein, pas plus. Mais voilà, donc il va falloir réitérer ces exercices pendant la durée de la transition, encore une fois, durée pendant laquelle on va changer une grosse partie des habitudes pour pouvoir s'imaginer, se projeter dans la liberté et notre avenir tel que nous le souhaitons.
Bien entendu, il y a des conditions, il faut qu'on soit suffisamment libre pour qu'on puisse accéder à ce genre de travaux. Alors, quand serons-nous libres? Quand aurons-nous l'accès à ces travaux? Déjà, il faut qu'on se débarrasse d'un certain nombre de contraintes d'aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a des choses pas normales, bien sûr qu'il y a des choses qui mettent dans la rue des millions de Français dans la rue aujourd'hui. Hein. Le monde entier a le regard, a les caméras braquées sur la France en ce moment. C'est en train de bouger. Il y a des choses qui sont en contestation, évidemment. Est-ce qu'on a envie de tout renverser, de renverser des bâtiments, de renverser des usines, de tout casser? Non, pas du tout. Il n'y a plus du tout cette logique-là. On veut plus tout casser. On veut conserver, au contraire, mais conserver intelligemment, utiliser intelligemment et surtout utiliser de façon à ce que ça ne soit plus nuisible à l'humanité. Je crois qu'on va commencer par là. Donc, il faut arrêter tout ce qui est nuisible à l'humanité. En disant à nos anciens dirigeants, mesdames et messieurs, on pense que c'est pas la bonne voie. Il faut faire autrement. Et comme on est majoritaire, on va faire comme nous on veut faire. Voilà. Et on verra bien. Voilà la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors, on est à la croisée des chemins. Je vais laisser la parole, mais juste pour dire que imaginer, c'est toujours merveilleux. Là, on est en train de dire qu'on n'est pas dans l'utopie. On est véritablement dans un travail qui a été fait, qui a été abouti même, avec des cerveaux humains tout à fait normaux, tout à fait standards, et qui ont pour ambition de le rester. Suivez mon regard, c'est-à-dire que les êtres humains veulent rester des êtres humains et pas autre chose. Et que ça leur plaît bien d'être comme ça, et que leur indépendance, leur différence de caractère, leur différence de créativité, etc., ils veulent la garder car elle est quelque chose de naturel. Et entre le naturel et le divin, parfois, il y a des ponts, bien évidemment, et certaines personnes pensent que c'est la partie divine d'eux-mêmes qui ne doit pas être modifiée. Alors, on espère que tout va rester humain chez l'humain, mais la bagarre, elle est là en ce moment, et il faut se battre pour que justement les humains d'aujourd'hui et les humains de demain qui sont leurs enfants puissent espérer avoir les mêmes libertés d'agir, la même façon de penser, enfin la même capacité de penser, pardon, pas la même façon, bien au contraire, mais la même capacité à réfléchir, alors qu'aujourd'hui on nous promet des diminutions de capacité, on nous promet des invalidations, on nous promet, comme je le disais tout à l'heure, d'être régulièrement testé pour voir si on n'est pas devenu fou. Enfin, c'est un monde qui est pas très sympathique, qui s'avance à grands pas là. Donc il faut lutter contre ça pour pouvoir faire émerger l'autre partie. Alors est-ce que c'est forcément au travers d'une violence? Non, je pense pas. Je pense que c'est au travers d'une détermination et d'une révélation. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas pris conscience de tout ce que je viens de dire, mais que je suis pas seul à dire, évidemment, tout ce que nous disons, tant qu'on n'en a pas pris conscience, évidemment, ça aide pas à savoir où on veut aller, quoi. Mais quand on en a pris conscience, oui, ça aide à savoir où on veut aller. Et il y a rien de plus efficace que de mettre un être humain devant un danger et devant un choix dramatique pour faire en sorte qu'il mobilise la meilleure partie de lui-même. Et c'est peut-être ça, d'ailleurs, le plan initial. Je passe la parole à qui la veut. Philippe, moi je vais continuer par rapport à ce que tu disais en ce qui concerne l'imagination. Imaginons, par rapport à tous les travaux qui ont été faits au niveau du CNT, au niveau des commissions, imaginons, ou imaginez comme vous voulez, imaginons que nous vivons dans un éco-village au lieu d'être dans un appartement pollué en plein milieu de Paris. Nous vivons dans un éco-village, dans une maison parfaitement isolée, où l'énergie ne coûte presque rien et où on a le confort aussi bien en été qu'en hiver. Imaginons qu'on tourne le bouton, qu'on allume la télé et qu'on voit une chaîne de télévision qui dit la vérité, pour une fois. Une chaîne de télévision libre. Imaginons qu'on a nos enfants qui vont à l'école et qui rentrent de l'école tout contents, parce qu'ils ont découvert leur capacité. Déjà à l'âge de 6 ans, ils sont devenus capables et ils ont découvert, on leur a appris à l'école à sortir tout ce qu'ils ont en eux pour leur capacité présente et future. Imaginons aussi que vous ouvrez le robinet pour boire de l'eau et vous n'avez pas peur de vous intoxiquer, que l'eau est propre, que l'eau est pure. Imaginez aussi que vous faites 200 mètres, vous allez à la rivière et que vous pouvez vous baigner dans cette rivière, qu'elle n'est pas polluée, qu'il n'y a pas de pesticides dedans, que l'eau est transparente, que les poissons dedans sont vivants, et d'ailleurs que les poissons reviennent, que les saumons remontent les rivières, chose qui avait disparu depuis bien longtemps. Imaginons pour aller encore plus loin. Ça, c'est au niveau de la France, au niveau du pays. Mais imaginons au niveau de la planète. Imaginons qu'on fait comme l'ont fait des gens courageux en Israël, ou comme l'a fait Kadhafi, faire reverdir le désert. Planter dans le désert des arbres et des plantes qui peuvent permettre de faire reculer la désertification, de permettre de créer de l'évaporation pour qu'il y ait de la pluie et pour que le désert reverdisse.
Il y a 10 000 ans, le désert du Sahara n'était pas un désert. C'était cultivé. Même jusqu'à l'époque romaine, il y avait des cultures de blé dans ce qui est maintenant le Sahara. Imaginons qu'on le fasse au niveau mondial. À partir de là, tous ceux qui croient tous ceux qui disent que 7 milliards et demi d'habitants, c'est trop sur cette planète, eh bien, ils vont ravaler leur salive parce qu'à partir de là, on peut permettre à 10, 15 milliards de personnes de vivre en bonne santé, en bon état et en ayant de quoi se nourrir. Et donc, c'est toute une vision qu'il faut changer, c'est tout un paradigme qu'il faut créer, et c'est ce que nous cherchons à faire au niveau du CNT. Ce n'est pas de l'utopie, parce que toutes les solutions sont déjà là, elles existent, il n'y a plus qu'à les développer. Simplement, elles ont été freinées par une oligarchie qui domine la planète et qui bloque tout ça parce qu'elle veut se garder pour elle tous les profits de ces nouvelles technologies. Et donc, nous, au CNT, on a dit non à ça et on veut que le peuple puisse retrouver le pouvoir qu'il aurait dû avoir depuis toujours et en même temps pouvoir profiter et faire profiter toute la planète de ses bienfaits d'une manière propre et d'une manière écologique. Donc, c'est tout un ensemble, c'est tout un nouveau système qu'il faut créer et il faut avoir la vision de l'avenir en se disant, en ne se disant pas il ne faut pas rêver, mais au contraire en se disant il faut rêver et si on peut le rêver, on peut le faire. Voilà ce que je voulais dire pour l'instant. Je suis complètement d'accord avec toi, Bruno, sur toute la notion d'imagination. Par contre, un média qui ne ment pas, ça va être très difficile puisque les médias appartiennent à des milliardaires qui actuellement nous dictent la façon de penser, la façon de consommer. Et il faudrait peut-être commencer par changer cela. Imaginons un média qui ne mente pas. Exactement. Oui, la vérité, c'est une des vertus qu'il va falloir sortir en premier et extirper la première. Après, à chacun sa vérité. Hein. Je suis assez prudent avec le mot vérité. On a tous une vérité, une façon de la comprendre. À chacun sa vérité, comme on dit. Hein. Mais il y a des choses qui sonnent au cœur, d'autres qui le sonnent pas. Donc, ce que nous entendons, effectivement, non seulement ne sonne pas dans nos cœurs, mais ne sonne pas à nos oreilles. Lorsqu'on nous promet qu'on va bientôt tous être fous, ou bien lorsqu'on nous dit qu'il faut absolument se faire picouser, sinon on va tous mourir. Bon, tout ça, c'est pas du tout cohérent, c'est pas en cohérence avec l'état actuel de la connaissance médicale. Il y en a des professionnels qui s'avancent en disant, bah non, tout ça est faux, ça c'est pas du tout ce qu'on dit. Le variant, en fait, c'est le graphène à l'intérieur de la cuspille, voilà, par exemple, un variant numéro delta, je sais plus combien. Donc, on entend des choses différentes de ce que nous produisent les médias en termes visuels, audiovisuels ou papier. Bien sûr qu'il va falloir s'occuper en priorité de la vérité. Donc, c'est la raison pour laquelle au sein du CNT, lorsque nous en serons à la période de transition, il sera nécessaire d'avoir une chaîne de télé qui ne fera que dire des vérités. Alors, on va commencer par des vérités simples, parce que des vérités qui assomment, les gens vont rester sur leur canapé et ils vont se demander s'ils sont pas eux-mêmes véritablement devenus fous. Alors qu'en fait, on sera là pour leur dire non, justement, vous n'êtes pas fous, sortez dans la rue, vous n'êtes pas fous. Alors que quand j'écoute Monsieur Véran, il nous prépare, nous, en tant qu'être humain pas fou du tout, à demain être fou. Donc, vous serez fou demain. Donc, c'est pas la même démarche, c'est même la démarche inverse, en quelque sorte. Donc, voilà, donc on va sortir les gens de ce qui pourrait être une folie au fur et à mesure de certaines découvertes. Et quand je dis folie, oui, je suis pas, j'exagère pas. Hein. Au fond de moi, je pense qu'il y a il y aura plus que de l'étonnement pour certaines personnes. Hein. C'est normal dans la mesure où on n'a pas, comment dirais-je, dans la mesure où on n'a pas franchi les étapes degré par degré et qu'on doit passer du point A au point Z sans interruption pendant une durée très courte, forcément il y a des effets secondaires. Ça va ventiler, comme on dit. Hein. Voilà, donc c'est pour ça qu'il va y avoir effectivement, ça va secouer un petit peu les esprits. Mais je crois pas que les gens seront fous, les gens seront étonnés, terrassés, attirés, ils vont accuser le coup pendant un certain temps, et puis il y a un phénomène de résilience, c'est-à-dire que le corps humain et l'esprit humain a la capacité à s'adapter assez vite. L'adaptation, c'est pas de se dire forcément comment je vais faire pour manger demain, c'est de se dire ah mais attends, il y a un train à prendre, et si je veux être heureux, il faut que je le prenne maintenant. Ben je vais le prendre alors. Voilà, et sans savoir forcément les détails de tout, comment, pourquoi, etc. Voilà, ce sont des réactions humaines qui vont être variées selon les cas et qui vont nous conduire vers un monde très différent où chacun pourra faire valoir son avenir. D'abord, pour avoir un avenir, il faut exister au sens physique du terme. Hein. Donc, la première prérogative, la première urgence,
c'est d'exister. Car si nous passons, comme on nous le promet, de 7 milliards et demi de personnes à 500 millions, c'est gravé non pas dans le marbre, mais c'est gravé dans la pierre, c'est taillé dans la pierre. Vous savez tous à quoi je fais allusion, donc à ces Georgia Guidestones. Je l'aurais dit une seule fois avec l'accent anglais, la prochaine fois je vous dirai Georgia Guidestones, si vous préférez. Eh bien, ce sont des pierres qui ont été taillées dans l'État de Géorgie, sur un secteur privé, effectivement, mais qui datent de 1970. Donc, ça fait 50 ans qu'elles y sont, dans laquelle il est expliqué qu'on doit réduire la population de 7 milliards et demi à 500 millions. Enfin, on doit la réduire à 500 millions. À l'époque, on n'était pas 7 milliards et demi, mais il est prévu de réduire la population à 500 millions. Qui dit ça? Ben, on ne sait pas. C'est les voies du Seigneur. C'est gravé par le feu. On ne sait pas qui l'a fait. On ne sait pas qui l'a installé. On ne sait pas qui est propriétaire. Par contre, ce qui est très étrange, c'est que, ignorant tout ça, personne n'a jugé utile de faire tomber ces pierres. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a du sens derrière tout ça, qu'on est prévenu, qu'il y a des projets eugénistes, c'est comme ça que ça s'appelle. L'eugénisme, c'est quand on souhaite limiter la procréation d'une espèce, et en particulier de l'espèce humaine. Voilà. Donc, tout ça, il faut se garantir qu'on ait un avenir. Quand on nous dit, par exemple, que quand on nous houspille avec des vaccins ou des choses qui sont à ARN messager et que ça peut faire varier votre propre ARN et ADN derrière, ça veut dire qu'on va être transformé quelque part en OMG, pardon, en OGM, excusez-moi, en organisme génétiquement modifié. Est-ce qu'on veut de ça? Est-ce qu'on veut être demain autre chose que les êtres humains tels qu'on les connaît depuis quelques dizaines de milliers d'années, quelques centaines, peut-être même quelques millions? Voilà, c'est ça la question qui est posée. Est-ce qu'on veut véritablement procéder à un changement? Et pourquoi pas plutôt à coup de baguette magique plutôt qu'à coup de cousse-pie, quoi. Il y a sûrement des technologies qui peuvent le faire. Mais visiblement, la cousse-pie, c'est le système le plus pratique qu'ils ont trouvé. C'est-à-dire faire en sorte de faire une telle peur aux gens que les gens font la queue pour recevoir la cousse-pie sans savoir ce qu'il y a dedans et sans savoir en quoi ça va transformer leur vie et comment ça va transformer celle de leurs descendants si jamais ils en ont encore. Voilà, c'est de ça que nous voulons parler. Donc, quand on a le bonheur d'exister, d'être, eh ben, c'est un bien précieux qui est naturel à l'origine en tout cas. Et même si on est dénaturé, c'est-à-dire qu'on sort de la logique du naturel pour rentrer dans l'artificiel, comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire que nous devenons non plus des êtres humains tels que nous les avons connus, mais des êtres hybrides entre l'humain, le robot, etc., et qui vont avoir une capacité de révolte qui va être totalement diminuée, même si nous restons intelligents, même si nous restons avec plein de qualités qui nous seront conservées. Les qualités qui faisaient la particularité humaine risquent d'être nettoyées, totalement passées au Karcher, quoi, de façon chimique, encore une fois. Donc, soyons plus que prudents par rapport à ça. Je cède la parole à Bruno. Oui, Philippe, de toute façon, il y a une chose importante aussi qui est développée par le CNT, c'est donc le pouvoir donné directement au peuple. Donc, je continue sur la lancée de ce que je disais tout à l'heure. Imaginons qu'on vit dans une ville ou qu'on vit dans un éco-village, mais qu'on a une décision à prendre au niveau de la commune. Au lieu d'avoir un maire avec un conseil municipal, eh ben, on a des citoyens qui se réunissent en commission. Donc, imaginons qu'on participe à cette commission et cette commission elle va décider et éventuellement faire un référendum local pour que la décision soit prise par le peuple. Et en allant plus loin, on s'inscrit comme volontaire pour participer aux commissions nationales qui vont remplacer les ministères. Donc, on est tiré au sort et on va participer à Paris pendant un certain délai à des sessions de commissions qui vont décider des lois pour le pays tout entier. Et ces lois vont être donc premièrement dans cette commission, elles vont être votées avec une majorité minimum de 67%, voire même plus, voire 75%. Et les débats, les travaux de cette commission seront publics et télévisés en temps réel pour que toute la population puisse les suivre. Et après, à partir de là, chose qui sera chère aux anciens Gilets jaunes, eh bien, ces lois vont être soumises à un référendum populaire. Donc, au lieu d'avoir des politiciens qui décident de tout pendant 5 ans, voire 7 ans, alors qu'ils n'ont été élus que par une petite quantité de personnes, étant donné qu'il y a 70% d'abstention, eh bien, on aura le peuple qui va participer régulièrement, plus encore qu'en Suisse, qui va participer à des référendums et à des réunions, des commissions qui se réuniront aussi bien au niveau local qu'au niveau national. C'est ça le projet du CNT, c'est ça le projet politique du CNT, et c'est vraiment rendre le pouvoir au peuple d'une manière concrète et permanente. Voilà ce que je voulais dire
suite à ce que tu as dit, toi, Philippe. Et je pense qu'à partir de là, il suffit d'aller sur conseilnational.fr et conseilnational.tv, de consulter et de voir tout le projet du CNT et tout le programme. Voilà, donc ce projet, il faut que les adhérents et ceux auxquels ils sont amenés à parler du CNT se l'approprient. Hein, comme certains commerçants se sont appropriés la logique des ronds verts en mettant paix et liberté dessus sur leur magasin. J'ai trouvé ça très chouette. Il faut s'approprier les idées. Il faut faire en sorte que ce que propose le CNT, ce soit quelque chose de naturel à chacun d'entre nous. Ah bah oui, c'est logique. Ah bah oui, j'ai envie de ça. Ah bah j'ai envie d'avoir une chaîne de télé qui me dit que la vérité. Ça serait drôlement original. Mais attention, est-ce que moi je suis capable de connaître la vérité? Et est-ce ce qu'ils vont me dire dans le poste, je suis capable simplement de le comprendre? Donc attention, ça pose aussi la question. La liberté pose toujours la question de la responsabilité de se renseigner pour être en mesure de comprendre ce qu'on dit. Alors nous, parallèlement, on essaye de rapprocher les extrêmes, c'est-à-dire que si on a des choses importantes et difficiles à comprendre, à transmettre aux gens, on fera en sorte, ce sera notre mission, ce sera de le rendre intelligible et compréhensible à chacun. Et je dis souvent, et je le répète, que lorsqu'une explication en termes politiques ou même scientifiques n'est pas simple à comprendre, c'est qu'on n'a pas su la réduire à sa plus simple expression, quoi. Et il faut réduire les choses à leur plus simple expression, sans pour autant être réducteur, bien évidemment, mais en étant clair. Voilà. Après, on a du temps pour rentrer dans les détails, on a du temps pour donner des explications complémentaires, on a du temps pour remonter l'historique des choses et la source de la source. Voilà. Donc, le titre, c'était le CNT, créateur d'avenir. Oui, forcément, par opposition à un ordre mondial dont on entend beaucoup parler et qui lui aussi est créateur d'avenir. Mais on le connaît, cet avenir, il est affiché. Et cet avenir-là, bon voilà, c'est réduction de la population, c'est transformation de la population uniquement pour servir à une certaine élite, c'est garantie effectivement d'avoir un revenu, ça c'est vrai, pardonnez-moi, d'un revenu qui sera certes universel, mais qui ne sera pas inconditionnel. C'est-à-dire qu'il y aura des dépenses qui sont pour vous, et vous pourrez éventuellement être privé de ce revenu minimum si vous ne rentrez pas dans certains critères. Donc, on peut imaginer que si vous ne rentrez pas dans les critères, ça veut dire que vous auriez repris une part de votre libre arbitre et que reprenant cette part de votre libre arbitre, ça n'arrange pas celles et ceux qui vous ont fait les règles de vie et que ceux-là, eh bien, ils vont décider que vous sortez du jeu sous une forme ou sous une autre. Donc, ça veut dire que vous serez dans l'obéissance, nous serons dans l'obéissance totale. Et est-ce que c'est bien ça à quoi nous rêvons aujourd'hui comme avenir pour nos enfants? Est-ce que quand je vois un enfant ou des enfants aujourd'hui où on se parle dans une cour d'école avec des masques sur la tête, sur le visage, et qui sont séparés pour les distanciations sociales et qui n'ont pas le droit de jouer ensemble à cause d'un virus que personne n'a jamais isolé, quand je vois ces images-là, sincèrement, je pleure. Et je suis dans la pleure. Et je me mets à la place des parents qui ont eu la chance d'aller à l'école de façon libre et qui pouvaient librement jouer avec leurs camarades dans la cour, et à qui on montre des images de personnes qui sont volontairement isolées, des enfants qui sont comment dirais-je, disciplinés dans le sens de penser que s'ils ne sont pas à distance sérieuse de leurs camarades, ils vont mourir. Certains rentrent à leur maison, chez eux, ils ne veulent pas que leurs parents les embrassent parce qu'ils pensent qu'ils vont mourir. Donc tout ça, c'est un travail de fond qui a été mené, un travail assez rapide, hein, ça date d'un an, hein, tout ça. Hein. Et ce qui a été mis en l'occurrence en avant, c'est on doit manipuler les populations et qu'une fois qu'on a barre sur elles, c'est-à-dire qu'on a pris leur contrôle en main, leur contrôle psychologique, etc., eh bien, on peut leur faire à peu près ce qu'on veut dès lors que, elles pensent sérieusement que ceux qui leur demandent de faire ça, ils le font pour leur bien. Et quand j'entends M. Véran, il explique que tout ça, c'est pour le bien des gens. On a été obligé d'être très sévère, mais vous vous rendez compte de tout ce qu'on a fait pour le bien des gens. Sous-entendu, si on ne l'avait pas fait, on serait tous morts. Ah oui, ça c'est la menace fatale, ça. On serait tous morts. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir faire la preuve que si on avait fait le contraire, on ne serait pas mort, justement. On serait toujours vivant. Et que ceux qui nous vendent le contraire sont des escrocs. Je pense qu'il n'y a pas d'autre façon de dire les choses. Des gens qui sont des usurpateurs, très probablement, puisque nous en avons fait la démonstration en termes politiques, hein, déjà, hein, avec l'écroulement de la Constitution et l'écroulement de la Ve République. Et nous ne sommes plus les seuls à le dire aujourd'hui. Donc voilà, c'est cette usurpation-là, elle conduit au pouvoir des gens qui ont d'autres agendas que les anciens, entre guillemets, politiciens, qui avaient des défauts, hein, mais qui, de temps en temps, travaillaient pour le bien du peuple.
Voilà. Aujourd'hui, on n'a plus du tout cette impression-là. On a l'impression qu'ils travaillent dans une seule direction, c'est celle de terroriser le peuple, de façon à le rendre beaucoup plus malléable pour le conduire vers des solutions eugénistes et minimalistes. En plus, en lui annonçant à l'avance que on va modifier ses gènes de telle sorte qu'il sera plus tout à fait humain demain et que ses enfants ou petits-enfants ne seront plus exactement les mêmes personnes que ce que nous avons été depuis des centaines de milliers d'années. Voilà. Donc ça, c'est l'avenir tel qu'il nous est proposé. L'avenir tel que le CNT le propose, c'est totalement différent. C'est ouverture, c'est-à-dire on se passe des politiciens, on fait une émanation du peuple qui va décider pour chaque grand sujet quelles sont les décisions à prendre, et c'est décidé par une émanation du peuple, pas des représentants du peuple. Une émanation, ça veut dire des gens tirés au sort, ayant été préalablement volontaires pour agir. Et d'ailleurs, ça me fait penser, et Bruno l'a dit tout à l'heure, que nous avons effectivement relancé une campagne de volontariat au sein du CNT pour se réassurer que nous avons autour de nous des gens volontaires pour agir, volontaires pour être leurs propres créateurs d'avenir. Voilà, je pense que c'est important. Et on a eu des réponses par rapport à ça. Les gens veulent, ils veulent que ça change, que ça soit différent. Et ils veulent que cette différence, elle passe par eux, pas par des gens qui vont nous parler dans le poste et qui vont nous expliquer qui être demain, que faire demain. Voilà. Donc ça, c'est véritablement le changement que nous proposons au CNT, c'est de prendre le destin de chaque homme à sa charge. Et ça, c'est très important. Alors la charge, c'est pénible. Une charge, c'est lourd. Hein, c'est lourd à porter un destin. Il y a plein de personnes qui sont aujourd'hui incapables, dans l'incapacité de se prendre en charge, qui sont prises en charge complètement par la communauté, qui sont prises en charge complètement par l'État. Et c'est ce qu'a su nous rappeler M. Véran, en disant, vous voyez ce qu'on a fait, on a fait tant de choses, et pourtant, on a donné tellement d'argent que les entreprises n'ont pas fermé. Ah bah oui, vous avez rendu les chefs d'entreprise autre chose que des chefs d'entreprise, vous les avez rendus dépendants de la manne de l'État, avec un argent que personne n'a, et ils ne travaillent plus, et ils n'ont plus l'impression d'être des travailleurs indépendants, ils sont devenus des sortes de fonctionnaires, fonctionnaires payés par l'État, quoi. C'est aussi simple que ça. Et c'est ça que vous voulez nous mettre en avant comme un sauvetage merveilleux? Non, ça, c'est pas un sauvetage merveilleux, c'est le début du commencement de l'abêtissement, c'est le début du commencement d'une humanité autre que celle que nous avons connue jusqu'à maintenant, avec des initiatives, avec des idées, avec des envies, avec des prises de risques, etc., etc. Tout ça est laminé désormais déjà aujourd'hui dans la vie que nous menons aujourd'hui. C'est-à-dire que l'initiative zéro, comptez sur nous on va vous donner de l'argent, ne vous inquiétez pas, mais on va faire comment au bout des 6 mois? Mais vous inquiétez pas, ça sera reconduit. Et si c'est pas reconduit, mais vous inquiétez pas, il y aura une solution. En fait, les politiciens passent leur temps à dire aux gens qu'il faut pas qu'ils s'inquiètent, sauf pour une chose, le Covid. Alors, pour le Covid, il faut être très inquiet. C'est très mortel, c'est très dangereux, etc. Alors qu'en fait, on a des chiffres qui disent à peu près l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pandémie, il n'y a pas plus de morts cette année que les années précédentes. Je ne vais pas recommencer la litanie. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la mise en scène, en tout cas de la préparation psychologique. Et quand on prépare psychologiquement les gens, c'est vrai que quelque part, on peut, à un moment donné, les rendre un peu fous. Voilà. D'où les textes qu'on entend, d'où les termes qu'on entend de M. Véran sur un plateau de télé. Voilà les analyses qu'il faut faire. Donc, qu'allons-nous faire, nous, au sein du CNT? Nous allons rendre à chacun la capacité à se gérer lui-même sans que ça lui soit pénible. Je pense que c'est ça qu'il faut rajouter dans les termes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se sentent incapables. Elles se sentent incapables parce qu'on a fait en sorte qu'elles se sentent incapables. Demain, elles se sentiront capables. Demain, elles comprendront qu'elles sont passées à côté de quelque chose et qu'on les a induits en erreur, comme on dit. Donc, ce sont toutes ces prises de conscience que nos politiciens actuels ne veulent absolument pas voir émerger. C'est la raison pour laquelle le CNT, en particulier, est totalement ostracisé, qu'on ne parle pas de nous jamais, à aucun moment. C'est trop dangereux, on dit des choses trop fortes, trop vraies, qui nous emmènent trop loin et qui surtout les chassent, eux, les politiciens, les chassent du décor. Et c'est pas du tout ce qu'ils souhaitent. Donc voilà, donc ce nouveau, on est dans le vrai parce que nous sommes véritablement pourchassés, nous sommes éteints, nous sommes isolés, effectivement, mais rien n'y fait. C'est-à-dire que nos idées, petit à petit, elles commencent à transparaître. On les retrouve sur des affiches de magasins, on les retrouve chez d'autres alerteurs qui reprennent mot pour mot ce que nous disons. C'est très bien, bravo à eux. Il faut diffuser tout ce que nous disons, simplement parce que ce que nous disons, ça a été travaillé depuis des années, ça a été réfléchi depuis des années, ça a été établi, c'est sérieux et c'est incontestable et incontesté, aussi bien au niveau scientifique
qu'au niveau comment dirais-je, médical. Au niveau médical, nous nous appuyons sur des témoignages et des récits de personnes qui sont hautement qualifiées et qui viennent nous dire tout ce que nous répétons ici, hein, sur l'invalidité d'un certain nombre d'affirmations concernant cette fameuse Covid-19. Voilà. Donc, concernant la fameuse COUSPI, qu'y a-t-il dans la COUSPI? Ben, bien malin qui peut le dire, puisque c'est scellé, c'est vendu sous scellé, donc au dernier moment, ils peuvent rajouter ce qu'ils veulent. C'est un secret, quoi. C'est un secret de fabrication, c'est un secret industriel, c'est-à-dire qu'ils sont protégés par des lois, ces messieurs les Big Pharma, hein, sont protégés par des lois qui leur permettent de nous cacher ce qu'il y a dans les seringues, qui sont couverts de secrets industriels. Mais vous réalisez un petit peu la dangerosité de cette loi-là? Voilà, donc on est dans tout ça. Donc il va falloir reprendre conscience, il va falloir se réveiller, hein, tout simplement, comme on se réveille d'un cauchemar ou d'un mauvais rêve ou d'un rêve, et puis avancer, quoi, avancer ensemble. Et on va s'apercevoir qu'il y a des personnes qui sont prêtes à accueillir toutes celles qui commencent à se réveiller, celles qui ne le sont pas encore et qu'on va aider. Donc il va y avoir un régime d'aide, mais un régime d'aide humain. Ça ne sera pas un régime d'aide financière par des allocations financières, etc. Ça sera bien plus que ça. Il va falloir s'entraider les uns les autres pour se faire comprendre que ben, moi aussi j'ai été endormi, moi aussi j'ai pas compris tout de suite, moi aussi j'ai mis des années. Il a fallu que je tombe sur telle révélation qui m'a renvoyé vers telle autre, et j'ai fait mon chemin et je suis arrivé à la conclusion qu'il y avait quelque chose de un petit peu pourri dans notre royaume, dans le beau royaume de France et ailleurs bien évidemment. Donc voilà. Donc cette avancée, elle n'est pas simplement spécifique à la France, elle n'est pas simplement spécifique au CNT. Elle est évidemment souhaitable pour l'ensemble de l'humanité. Il y a déjà des pays qui vivent un petit peu à la manière de ce que nous aimerions voir au sein du CNT, des sociétés primitives notamment qui cohabitent avec les buildings à quelques dizaines de kilomètres de chez elles et qui vivent très bien dans les sociétés primitives, avec des systèmes de guérison, des systèmes de médecine qui sont absolument géniaux, qu'on nous cache, qu'on nous fait passer pour du folklore, alors qu'en fait c'est fou. Il y a des molécules qui sont connues par des chamans qui guérissent toute une série de choses et qui sont parfaites pour toute une série de choses. Bon voilà, je ne veux pas dire que la médecine occidentale est mauvaise, je dis simplement qu'elle est excellente dans les notions d'urgentisme, hein, d'urgence. Effectivement, on va pas s'en priver, mais dans tout ce qui est curatif, tout ce qui est préventif, il y a des médecines à base d'herbes qui sont excellentes. Donc voilà, donc il faut tenir compte de tout ça, réinventer tout ça, se réautoriser tout ça, parce que toutes ces choses-là sont connues, effectivement, mais malheureusement, elles sont interdites par la loi. Aujourd'hui, c'est interdit par la loi. Il y a l'homéopathie, ça va bientôt être punissable, attention, hein. Donc, il y a des choses qui se passent, des restrictions qui sont faites au quotidien. Donc, notre avenir, qu'est-ce qu'on veut? Un avenir qui soit réduit justement à des autorisations limitées, ou bien au contraire, est-ce qu'on veut ouvrir le champ des autorisations, que ce soit au niveau industriel, que ce soit au niveau chimique, que ce soit au niveau médical, et puis se dire, dès lors qu'il n'y a pas de nuisance, pourquoi interdire? Je rappelle de ce que j'ai pu dire lundi sur la loi. La loi ne doit interdire que ce qui est considéré comme une nuisance publique. Mais si c'est pas considéré comme une nuisance publique, pourquoi l'interdire? Voilà. Donc il y a des choses comme ça sur lesquelles il va falloir revenir. Nous sommes prêts à revenir. Nous avons identifié tous ces points et nous sommes là. On est à la fois les gardiens, les garants, les historiens et on est prêt à répondre à toutes les questions. Alors s'il y avait des questions en direct, ce serait génial. Là, il y en aura pas ce soir, mais évidemment, on répond à toutes les questions qu'on peut nous envoyer sur nos adresses mail, évidemment, hein. Et j'y réponds souvent moi-même, hein, voilà. Alors pas forcément pour faire redondance avec ce que je viens de dire ce soir, ou ce que Bruno a dit, ou ce que Sylvain a dit également. On n'est pas les seules personnes à pouvoir parler. Il y en a plein au sein du CNT. Toutes n'ont pas forcément envie de passer dans le poste, hein, évidemment, hein. Mais beaucoup d'entre elles ont toutes les capacités intellectuelles, ont tout ce qui va bien pour pouvoir répondre à un certain nombre de préoccupations du quotidien. Alors aujourd'hui, les préoccupations du quotidien, on les connaît, hein, c'est évidemment le pass sanitaire, c'est cette vaccination, j'y vais pas, est-ce que jusqu'où je ne peux ne pas y aller et jusqu'où je peux me défendre si jamais demain ça devient obligatoire. Voilà. Et qu'est-ce que je fais comme astuce pour que mon fils qui rentre en seconde, je sais pas quoi, échappe à la comment dirais-je, à cette obligation, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc tout ça, ce sont des points importants. On peut pas forcément répondre sur un direct, mais que nous savons traiter. Et ça passe par des écrits, ça passe par la réalisation du droit. Je rappelle qu'un des volets importants du CNT, c'est le droit et la paix, qui est consubstantielle au droit, hein. Et on marche avec les deux, évidemment.
Donc ce droit, eh bien, il nous permet de faire pièce, de nous dresser contre des gens qui nous gouvernent ou qui sont nos surveillants chefs, qui nous envoient des directives qui sont soit inconstitutionnelles, soit illégales, soit illégitimes. Et il faut pouvoir démontrer ça devant des juges. Alors ça revient à ce que je disais en introduction tout à l'heure, sur le fait que dans le département des Yvelines, on a récupéré le droit, effectivement, de ne pas avoir besoin de passe sanitaire pour faire ses courses dans les grands magasins, très bien, mais il va falloir généraliser tout ça, il va falloir avancer avec les juges, il va falloir travailler avec les juges. Ils sont, ces messieurs de la magistrature, la clé principale de l'avancement de la société d'aujourd'hui. Si on veut faire une bascule, si on veut aller loin, il faut passer par eux. Et on est obligé de passer par eux. Et pour passer par eux, il faut arriver à une procédure. Voilà ce qu'on est en train de mettre en place. Alors, on a des documents pour ça et qui vont permettre à un ensemble de personnes qui sont d'accord de mettre en demeure un certain nombre de chefs d'établissements, de chefs hospitaliers, des chefs d'établissements scolaires, etc., de les mettre en face à leurs responsabilités et ce qu'ils encourent le jour où il se fera découvrir qu'ils ont agi en dépit des lois internationales, des lois traditionnelles, des lois les plus importantes. Parce qu'ils se sont sentis à un moment donné obligés de rendre obligatoire un certain nombre de choses parce que leurs clients leur demandent. C'est-à-dire qu'un chef d'établissement qui a devant lui un parent d'élève qui dit « mon fils a été vacciné, j'espère bien que tous les autres élèves vont y passer, sinon ça va mal se passer pour vous », bah, qu'est-ce qu'il fait le chef d'établissement? Bah, il dit bah, « oui, ça serait pratique de demander à tous les autres d'avoir la picouse, comme ça moi je serais tranquille ». Sauf qu'en disant ça, il se rend pas compte, le chef d'établissement, qu'il transgresse des lois énormes. Et donc, il faut qu'il soit bien conscient de ça. Et s'il n'en est pas conscient, c'est parce que l'État ne l'en a pas mis conscient. L'État, il n'a pas imposé la piqûre, il n'a pas imposé quoi que ce soit. Il a fortement mis la pression pour que les gens aillent se faire piquer, mais il ne l'a pas imposé. Et la perversité, elle est là. C'est-à-dire que la responsabilité de l'imposition de la procédure, elle n'incombe pas à l'État, elle incombe à ses relais. Et ces relais, ce seront ces chefs d'établissement publics, privés, qui vont prendre des responsabilités énormes si jamais ils veulent se lancer dans une obligation. Attention. Donc voilà, donc on va réagir par rapport à tout ça, dans la paix, dans le droit toujours, hein. Et c'est comme ça qu'on va faire venir notre avenir. Il faut qu'on ait un avenir, il faut qu'on soit déjà vivant pour avoir un avenir, et quand on sera vivant, toujours vivant et en nombre, on pourra rêver, comme on l'a dit tout à l'heure, car il faut rêver. Effectivement, c'est le moment ou jamais de rêver. Parce que de toute manière, on est certain d'une chose, c'est que dans un an, on ne se souviendra même pas comment c'était avant, quoi. On se souviendra même pas comment c'était il y a 3-4 ans en arrière. Ça, je suis prêt à le parier avec n'importe qui. Les choses vont changer tellement vite, tellement fort, qu'il va y avoir des changements radicaux. J'espère, j'appelle de mes vœux, que ce soit dans le bon sens, évidemment, et que ce soit le bon avenir qui nous tende les bras. Voilà ce que j'ai voulu dire. J'ai été bavard. Je repasse la parole à Bruno. Ouais, Ben, c'est pour ça, Philippe, que au CNT, on est le contraire, mais vraiment le contraire de la pensée unique et du politiquement correct. Au CNT, vous êtes les bienvenus si vous avez des idées nouvelles, des idées positives pour changer donc notre système, pour changer le paradigme dans lequel nous vivons et redonner donc toute la liberté au peuple et à toutes les personnes du peuple qui ont des idées de pouvoir les exprimer et surtout après de les réaliser concrètement. Voilà Philippe ce que je voulais dire pour conclure par rapport à ce que tu as dit. Liberté avant tout, mais sans violence, une solution juridique, mais surtout une solution pour un avenir meilleur, le Conseil national de transition. Vas-y Philippe, je t'en prie. Non, je voulais simplement m'adresser au maître du temps que tu es et savoir s'il nous reste encore un petit peu de temps pour parler. Eh bien, nous sommes pile poil dans le temps. On est pas mal. Donc un petit brin de conclusion. Tu veux terminer, Sylvain, par rapport ben au voilà, sujet du jour? j'en ai conclu avec ça. Liberté avant tout, sans violence, Conseil national de transition, avenir meilleur. Ah, tu as bien résumé. C'est génial. Merci à tous. Merci Philippe, merci Bruno. Excellente soirée. Notre prochain rendez-vous avec le Conseil national de transition, ce sera vendredi à 20h30. Merci à tous.
Conseil national de transition présente La France libre. Les lundis, mercredis et vendredis, 20h30, 21h30. La France libre. La Constitution et la République n'existent plus. Le Conseil national de transition est la seule autorité publique, légale et légitime représentant la souveraineté nationale du peuple français, en droit français et international. C'est une organisation déclarée à l'ONU. On rappelle, toutes les mesures Covid, y compris les inoculations soi-disant vaccinales, sont des expériences médicales ou scientifiques interdites par le droit international. Il s'agit de crimes contre l'humanité. Toute personne qui vous impose le masque ou vous menace de PV ou de vous licencier pour non-respect d'une mesure Covid commet un crime contre l'humanité. Pour connaître vos droits et les faire valoir, informez-vous www.conseilnational.fr. Rejoignez gratuitement le CNT sur www.conseilnational.fr.